Salut tout le monde. Interstellar a montré aux gens que la science-fiction peut être à la fois captivante et stimulante, explorant des histoires personnelles, des problèmes environnementaux et notre lien avec la nature. Les créateurs de ce film visaient à tisser un grand récit qui permette aux personnages de vraiment briller. Voyons s'ils ont atteint leurs objectifs. Le film nous emmène sur la Terre du futur, 3 ans avant l'histoire principale du film. Un virus a émergé sur la planète et a commencé à annihiler impitoyablement toutes les plantes. Les produits infectés causent des maladies graves et l'humanité est sur le point de disparaître. Le niveau d'oxygène sur la Terre baisse, car il n'y a pas assez de forêt pour en fabriquer. Bientôt, l'air deviendra irrespirable. La planète connaît également une recrudescence des catastrophes naturelles, à cause des changements de la composition atmosphérique. Les scientifiques du monde entier luttent pour créer un vaccin, mais leurs efforts sont vains. L'humanité choisit donc une autre voie, fuir vers une autre planète. Un projet audacieux, pensé par le chercheur Stephen Ross, est proposé. Le projet de relocalisation est basé sur des artefacts anciens découverts 8 ans avant le début de l'épidémie. Stephen Ross en parle lors de la réunion. Le premier artefact a rendu possible les sauts dans l'espace. La seconde, en forme de sphère, est conçue pour créer les bonnes conditions pour que l'humanité puisse vivre confortablement sur une planète appropriée. Selon les chercheurs, c'est l'artefact qui, il y a 4 milliards d'années, a façonné la Terre telle que nous la connaissons. Les artefacts ont été laissés par une mystérieuse intelligence artificielle et les humains ont reçu le message au bon moment. Les humains ont créé des copies exactes des artefacts, avec toutes leurs spécifications et propriétés. Sur la base de leur découverte, ils ont construit un véhicule drone intergalactique et ils l'ont utilisé pour trouver une planète adaptée à la terraformation dans le système TESS. The unmanned vehicle completed a jump to the solar system TESS and returned with information and samples that confirmed our theories. Après des recherches approfondies sur les mystérieuses découvertes archéologiques, les scientifiques ont trouvé un moyen de contrôler les artefacts en utilisant un langage unique. Ces commandes peuvent être émises en traçant des motifs spécifiques sur une tablette spéciale. This pattern gave the initial command. Lorsque le scientifique passe son doigt sur un labyrinthe élaboré, la sphère émet un pilier de lumière. Selon le chercheur, la même chose s'est produite il y a 4 milliards d'années. Il ajoute que la sphère accumule des éléments chimiques et crée ainsi la vie. Now we know life on Earth was created by this machine. Après avoir présenté les capacités remarquables de la sphère vivifiante, Steven présente l'équipe qui s'aventurera dans le système TESS et sauvera l'humanité. L'équipe comprend le docteur Peter Lyman, un expert en technologie d'entraînement de distorsion, Leona Redwood, celle qui crée le programme de terraformation, et un groupe d'astronautes qualifiés dirigé par Ryan Connell. Leur mission est de transporter la sphère sur une planète capable de soutenir une nouvelle vie. Alors que Steven se rend à la rampe de lancement de la navette intergalactique, il prend un moment pour se remémorer le temps précieux qu'il a passé avec sa copine. Mais quand il regarde le navire, son regard est plein de détermination. Steven se dirige vers la navette, tandis que sa copine n'arrive pas à se décider de se rendre à la rampe de lancement pour lui dire au revoir. Mais les moteurs n'ont pas de sentiments, alors ils emmènent l'équipage vers de nouvelles destinations. La copine de Steve arrive trop tard. Ses yeux débordent de larmes alors qu'elle regarde son bien-aimé s'envoler. La navette se prépare pour un saut intergalactique. Les scientifiques bricolent avec l'étrange moteur qui ressemble à une boule de serpent biomécanique. En même temps, ils spéculent sur l'endroit où les créateurs de cette technologie étonnante sont allés, et ils proposent une théorie selon laquelle cela aurait pu être une civilisation mourante. En ce moment, une étrange boue noire sort de la sphère terraformante, qui semble être vivante. Personne dans l'équipage ne s'en aperçoit, tout en citant Neil Armstrong, le premier homme à mettre le pied sur la Lune. L'équipage se prépare à leur saut. Tout le monde prend place et partage ses inquiétudes sur la mission. Mais ils sont tous d'accord pour dire que tout ira bien. Certains prient, d'autres essaient de se concentrer sur un Rubik's Cube, et Steven met sa musique préférée. L'équipe peaufine les paramètres. Entre les coordonnées, initie la commande d'engagement, et le vaisseau spatial commence son voyage dans un territoire inexploré, vers leur nouvelle maison. Malheureusement, le destin a d'autres plans pour les explorateurs. L'étrange entité a décidé que voler vers le système TESS ne faisait pas partie de ses plans. La créature prédatrice a ses propres objectifs. Tous les écrans de la navette affichent une alerte d'erreur critique et les explorateurs s'évanouissent. La navette sort du portail et tout le monde se remet lentement des forces extrêmes qu'ils viennent de subir. Les systèmes de navigation montrent que le saut n'a pas conduit aux coordonnées choisies.
Steven décide que Peter, le membre d'équipage en charge du moteur, est à blâmer pour ça. Mais ce dernier répond qu'il a tout fait selon le protocole. Steven n'aime pas sa réponse. Il relève Peter de ses fonctions et l'envoie dans sa couchette pour réfléchir à ce qu'il a fait. Permission to check the engine. No. You're relieved of your duties. Stay in your bunk until I say otherwise. On ne sait pas si ça ferait du bien, mais Steven est en charge de la mission, et il croit que la punition est la meilleure façon de procéder. Peter obéit et s'en va. On voit alors Steven, qui pense à sa copine qui est restée sur Terre. L'explorateur n'a clairement pas une bonne compréhension de la physique, car dans un flashback, il essaie d'impressionner sa copine avec une vision absurde de l'équation de Dirac. Avec une expression sérieuse, le scientifique explique que cette équation décrit comme deux particules deviennent à jamais entrelacées et peuvent se sentir quelle que soit la distance qui les sépare. Il est possible que ces cataclysmes sur Terre aient été causés par Paul Dirac et qui s'est retourné dans sa tombe après avoir entendu ces mots. Mais ce qui compte, c'est que la fille soit impressionnée. Le flashback touche à sa fin. On voit l'explorateur dans une sorte de grotte. Il entre un motif dans sa tablette, mais quelque chose ne va clairement pas, car la lumière vacille. Sur le vaisseau spatial, l'équipe a du mal à trouver comment échapper à leur situation difficile. Ils se rendent compte que le succès de leur mission est menacé à cause d'une étrange quatrième dimension et de coordonnées qui ont transporté le navire vers un endroit inconnu de l'univers. Au milieu de tout ça, Peter décide de défier les ordres, et il éteint la caméra de surveillance. Soudainement, l'équipage de la passerelle reçoit une alerte indiquant que l'un des sas de la navette s'est ouvert de manière inattendue. Les explorateurs déconcertés tentent d'établir une communication avec ce compartiment du navire, mais tous leurs efforts s'avèrent infructueux. Comme si les choses n'étaient pas déjà assez chaotiques, le système d'alerte commence à les alerter d'une collision imminente avec un objet non identifié. Tout l'équipage tremble de peur, alors qu'ils s'inquiètent de l'avenir de l'humanité, de leur propre vie et du succès de la mission. Soudainement, le cadavre gelé du chef mécanicien s'écrase contre le pare-brise de la navette. Léona a peur et commence à pleurer, tandis que le reste de l'équipe essaie de la calmer. L'un des membres de l'équipage note que Peter a désobéi à Steven et est allé vérifier le moteur, ce qui a été la cause de sa mort prématurée. À son avis, Peter s'est suicidé quand il s'est rendu compte que son erreur avait mis en péril la mission. Léona dit qu'elle le connaissait bien et qu'ils ont même travaillé ensemble. Peter n'aurait jamais fait quelque chose comme ça, car il était têtu et aimait les défis. Steven confronte Léona, énervé, disant que c'est de la mort imminente de l'humanité dont ils doivent s'inquiéter, pas de la mort de Peter. La navette continue de dériver dans l'espace, et David partage qu'il a décidé de rejoindre la mission pour faire quelque chose d'utile pour sauver les gens sur Terre après avoir perdu sa fille. Mais maintenant, il se sent encore plus inutile que sur sa planète natale. Steven le rassure et lui dit qu'il y a une issue. Steven demande donc au capitaine s'ils arrivent à retrouver leur emplacement. Richard répond qu'il n'a rien, mais Steven n'abandonne pas facilement. Alors, il demande des informations aux sondes concernant la planète la plus proche du vaisseau spatial. Bien que ce soit la première fois qu'on entend parler des sondes, les données les concernant viennent d'arriver, et on apprend que la planète est potentiellement encore meilleure que celle vers laquelle il se dirigeait à l'origine. Le commandant de la mission est enthousiaste à l'idée d'y atterrir et de changer les plans. Il lui semble que la Providence elle-même les a amenés ici. Il dit même que si on lui avait donné le choix entre la Terre 2 du système TESS et cette planète, il aurait opté pour celle-ci. Le fait que la Terre 2 ait été minutieusement étudiée pendant 8 ans ne semble pas le déranger plus que ça, bien qu'il n'ait reçu que des données de la sonde et qu'il voit cette planète pour la première fois. Richard exprime ses doutes, mais Steven refuse d'écouter le bon sens et procède à expliquer son grand plan. Exactly. Stupid fucking idea. Il décide d'atterrir et de terraformer cette planète. Ryan, l'astronaute en chef de la mission, soutient qu'il ne devrait vraiment pas, et Richard est d'accord avec lui. Il dit que l'atmosphère est instable et qu'il peut y avoir des problèmes lors de l'atterrissage. Steven a déjà pris la décision pour tout le monde. Il a assez d'autorité pour exécuter son plan. Undocking sequence initiated. Richard reste sur le navire, tandis que le reste de l'équipage monte dans un petit atterrisseur de transport et part pour faire face aux orages hostiles de la nouvelle planète. L'entrée dans son atmosphère et l'atterrissage ultérieur ne se déroulent pas comme prévu. Il y a quelques minutes, Richard a assuré à tout le monde que le temps était favorable. Mais il dit maintenant que ses camarades peuvent s'attendre à un accueil plutôt rude, avec des rafales atteignant 40 mètres par seconde. En collision avec des rochers, le navire fait un atterrissage difficile. Mais avant ça, il y a un autre flashback, où Steven essaie de présenter la sphère à sa copine, ce qu'elle n'aime pas, puisque Steven passe plus de temps avec la sphère qu'avec elle. Il décide que la meilleure façon de la rendre heureuse, c'est de lui donner un bracelet en alliage rare trouvé dans l'un des artefacts. The sphere is our salvation, and you are mine. À ce moment-là,
Richard dit à l'équipage que l'atterrisseur, qui a d'abord failli brûler puis heurter les rochers, est presque intact. Mais ils sont à court de carburant maintenant. À toutes les exclamations frustrées, Steven répond qu'ils n'ont aucune raison de retourner au navire pour les 4 prochaines années. Ils ont juste besoin de mettre en marche la sphère, c'est leur priorité. Les membres de l'expédition notent que le vent les a poussés assez loin du point d'atterrissage prévu et qu'il n'y a pas de conditions appropriées pour l'activation de l'artefact. Steven décide d'emmener la sphère dans une grotte voisine et de l'activer là-bas. L'équipe prend docilement la sphère blanche et débarque. Soudain, une boue étrange et mystérieuse, clairement originaire d'un autre monde, suinte de l'atterrisseur. L'équipage porte la sphère dans la grotte. Leurs costumes ont même des bonnets confortables, parce que qui a besoin de casque sur une planète inconnue? Après avoir prononcé un discours sincère et noté que la planète dépasse toutes ses attentes, Steven ordonne à l'équipe de commencer à déployer la sphère. Pendant ce temps-là, Richard remarque la slime qui tache les murs et le sol du vaisseau spatial en orbite. La sphère s'ouvre et un faisceau d'énergie éclate dans le ciel, mais le pilote ordonne aux explorateurs de retourner immédiatement à la base. Une fois que tous les membres de l'équipage sont de retour dans l'atterrisseur, Ryan déclare la loi martiale, car il a vu des choses étranges sur les images de surveillance. Il s'avère que Peter s'est filmé quand il est allé inspecter le moteur, dans une tentative de prouver son innocence. Mais les choses ont empiré lorsqu'une sinistre entité ressemblant à un nuage est apparue de manière inattendue du compartiment moteur. Ce nuage mystérieux a coûté la vie à l'expert, et il a lancé son corps dans l'espace à travers le sas technique. Après avoir analysé les images, l'équipe se rend compte que la créature est intelligente et provient de la sphère créatrice de vie. Les membres de l'équipage nomment cet étrange nuage Cheval de Troie, faisant le parallèle avec le célèbre mythe grec du cheval de bois. L'équipage en déduit que l'échec de navigation a également été causé par la créature inconnue. Les astronautes commencent à s'inquiéter pour Richard, qui est seul sur le vaisseau spatial, mais il leur dit de ne pas s'inquiéter, puisque la créature s'est envolée avec eux dans l'atterrisseur. Ce n'est pas très réconfortant pour les explorateurs, mais heureusement, Richard dit que les mouvements de la créature peuvent être suivis par radar. Il s'avère que la créature a décidé de reconfigurer la sphère dans la grotte et de créer des conditions qui conviennent à elle et non aux humains. Steven veut retourner à la grotte et essayer d'ajuster les paramètres de la sphère, mais Ryan dit que la menace doit d'abord être éliminée et qu'il est maintenant en charge de la mission. Il relève Steven de ses fonctions. Leona tente de défendre Steven, mais Ryan défend le point de vue en disant que Steven était au courant de l'anomalie sur Terre, mais qu'il n'en a parlé à personne. Richard démontre la vidéo prouvant ses paroles. Cependant, il n'est pas clair comment cette vidéo est apparue dans le système de surveillance du vaisseau spatial sans aucun lien avec la planète d'origine. Steven dit qu'il n'y avait aucun intérêt à discuter des anomalies, mais l'équipage le blâme pour la mort de Peter. Steven se retire dans ses quartiers. Il y a encore un flashback. Cette fois, on voit la même grotte de recherche sur Terre. Steven dit qu'il est désolé pour David, qui a perdu sa fille, et il s'excuse de ne pas avoir pu se rendre à ses funérailles. Il essaie de convaincre David de ne pas participer à la mission, mais celui-ci décide d'y aller quand même. Dans la scène suivante, on voit Steven et David sur le pont de commandement. Steven parvient à convaincre son ami de le rejoindre lors d'un voyage non autorisé dans la grotte. Il lui assure qu'ils auront 30 bonnes minutes pour sortir de là avant que le cheval de Troie n'apparaisse, et qu'il sera en mesure d'ajuster rapidement les paramètres de la sphère. Bien qu'il soit méfiant, David accepte le plan. Steven utilise un sale tour pour le persuader, comparant la Terre à la fille mourante de David. Une fois dans la grotte, les chercheurs découvrent que la sphère miraculeuse de création de la vie ne fonctionne pas comme elle est censée faire. Elle a commencé à créer une forme de vie différente, bien qu'elle ne soit censée que préparer les bonnes conditions pour une forme de vie déjà existante. David dit qu'il vaut mieux ne pas toucher à la sphère et qu'il devrait discuter de ce qu'il faut faire ensuite avec les autres membres de l'équipe. Mais Steven se rend compte qu'il manque de temps, car le programme a déjà déraillé et qu'il est temps d'agir. En entendant l'avertissement de son collègue au sujet de la menace imminente, il pousse David de côté pour tenter d'accéder au programme. Pour ramener Steven à la raison, David tire un coup de feu dans les airs. Il a alors l'idée brillante de tirer sur la sphère. C'est pas comme si c'était la seule chance de survie de l'humanité, n'est-ce pas? Steven menace David, mais leur confrontation est interrompue par l'arrivée du cheval de Troie, les forçant à s'échapper plus profondément dans les recoins sombres de la grotte. Après avoir attendu dans l'obscurité, Steven et David décident de fuir vers l'atterrisseur. La créature prédatrice les suit, mais quand elle les rattrape presque, elle se heurte à la porte fermée de l'atterrisseur. Avant de partir, Steven dit qu'il tuera David la prochaine fois s'il interfère avec la mission. La menace a disparu, mais à l'intérieur, les scientifiques téméraires sont confrontés à Ryan, qui n'est pas satisfait de leur désobéissance. Il réprimande Steven,
ce qui amène David à partir, confus et en colère contre son compagnon. En guise de dernier argument, Ryan donne un coup de poing à Steven. À ce moment-là, le sceau hermétique du navire est brisé, révélant la présence de la créature extraterrestre qui a réussi à se faufiler à bord. Juste au moment où Leona sort de sa couchette, elle se retrouve entourée d'une couche de slime qui a envahi tout le navire, alors que les couloirs sombres sont soudainement éclairés par des lumières rouges clignotantes. Le parallèle avec le film de Ridley Scott est trop évident. Ripley, oups, je veux dire Leona, marche dans les couloirs en sous-vêtements, et elle croise Frank. Ensemble, ils se dirigent vers le laboratoire. Le monstre désactive les systèmes de survie et coupe l'alimentation en oxygène. Il devient plus difficile de respirer. Soudainement, le cheval de Troie apparaît dans l'obscurité, et la créature les charge. Frank pousse Leona hors du laboratoire, se sacrifiant. Leona s'échappe vers le pont avec le reste de l'équipage. À ce stade, Ryan sort une arme à feu et accuse une fois de plus Steven d'être celui qui a fait dérailler la mission. La créature tente de se frayer un chemin à l'intérieur. Elle a déjà arrêté les générateurs, perturbant les systèmes de communication et de surveillance. Steven tombe sur la dernière séquence vidéo prise depuis l'espace, révélant le prédateur alors qu'il cherche un point d'entrée dans l'atterrisseur. Finalement, il trouve un point faible dans le système de refroidissement, où la coque était la plus mince. Steven dit qu'ils doivent remettre le courant et dégager la créature du vaisseau. David pense que la créature est intelligente, et il dit que mettre le plan de Steven en action serait un pur suicide. Steven prévoit de rediriger toute l'énergie vers le générateur de secours, qui alimente actuellement les systèmes de survie. Mais ils devront se rendre au standard à l'aveugle, car l'envahisseur extraterrestre est invisible. Il ne peut être vu qu'à travers son effet sur les appareils électriques qui l'entourent. Steven se porte volontaire pour le faire, et Ryan promet de le couvrir. Steve parvient à remettre le courant. Les communications et la vidéosurveillance sont de retour en ligne. Au dernier moment, un câble sauve Ryan et Steven. La créature extraterrestre s'est approchée, mais la chance est du côté du scientifique et de l'astronaute. Steven se rend compte que l'interférence électrique causée par le monstre perturbe l'équipement, et il décide que la meilleure stratégie pour y faire face est de fuir. Tout comme dans une corrida espagnole, où les gens fuient les taureaux dans les rues pour le plaisir des sensations fortes. Un autre grand plan du grand esprit. Not a great plan. Steven met tout le monde en position, et il se porte volontaire pour être l'appât, en se tenant près du sas central pour attirer la créature. Ryan est le premier à affronter l'extraterrestre. Il l'attire et le verrouille dans un espace étroit, ouvrant la voie au sas. Ensuite, c'est au tour de Leona. Elle laisse sortir la créature, ouvre le sas et se cache dans le compartiment technique. Steven décide non seulement d'attirer le monstre, mais aussi de le faire frire avec le moteur en utilisant le bon timing. La buse s'allume tard, et elle brûle Leona au lieu du monstre. Ryan et Steven courent dans le sas et le ferment rapidement, coupant une partie du tentacule du cheval de Troie. Bouleversé par cette tournure des événements, la créature retourne à la grotte. David est blessé. Steven et Ryan s'assurent que leur abri est hermétique et, avec Richard, ils élaborent une stratégie pour reprogrammer la sphère sans se faire attraper par le monstre. D'ailleurs, le monstre se transforme de manière inattendue en quelque chose qui ressemble soit au chien robot de Boston Dynamics, soit à un étrange ver biomécanique composé de nombreux vers plus petits. Un autre flashback nous amène dans un laboratoire sur Terre, où la copine de Steven essaie de le dissuader de partir en mission. Elle dit que le scientifique n'est même pas un astronaute et qu'il serait plus utile sur Terre pour trouver un vaccin contre le virus. Elle informe également Steven qu'elle est enceinte et qu'elle ne veut pas laisser le futur père partir en mission dangereuse. Mais il ne change pas d'avis et il part quand même. I need to save the Earth. Dans l'atterrisseur, Steven examine le tentacule coupé de la créature et il cherche les faiblesses de l'extraterrestre. Il conclut que c'est un biorobot et que la créature est en fait des mêmes matériaux que la sphère. Dans le sang de David, il découvre la clé d'un vaccin contre le virus. Apparemment, quand le monstre a touché David, il a contracté le virus et il a commencé à muter. Steven dit que David est le vrai héros de cette mission. En ouvrant le tentacule, il découvre que l'anomalie qu'il a vue au début dans la grotte était un hologramme de lui-même du futur. Ryan empêche Steven d'agir et l'enferme dans le laboratoire avec David, pour qu'il ne fasse plus de dégâts. David confronte son ami, en disant que Steven ne s'est jamais soucié de la vie des autres et qu'il veut juste jouer le héros. Dans un autre flashback, Steven dit à sa copine qu'il doit partir en mission pour sauver tout le monde. Elle tente une fois de plus de le persuader de rester, en vain, et elle l'accuse de juste vouloir être un héros. Dans un accès de rage, elle jette le bracelet que le scientifique lui a donné. Steven et Richard réalisent enfin ce qui est arrivé au navire. Ils ont voyagé non pas dans l'espace, mais dans le temps. Autrement dit, ils sont coincés dans une boucle temporelle,
Ils s'en rendent compte quand ils voient un écaillage sur le bracelet que Steven a donné à sa copine, et le même sur le fragment qui s'est envolé de la sphère quand David a tiré dessus. Comme le bracelet est fabriqué à partir d'une partie de la sphère vivifiante, un message peut être écrit dessus, message qui apparaîtra sur le bracelet à l'avenir. C'est un canal de communication potentiel pour transmettre des données sur les bactéries trouvées chez David, ce qui est la clé du vaccin. L'histoire de la sphère s'avère également ne pas être aussi simple qu'il n'y paraissait. Son intention initiale était de peupler la Terre avec d'autres créatures, mais qu'elle ne fonctionnait pas correctement, ce qui a conduit à l'émergence des humains. Steve grave son message sur le futur bracelet. Il compte sur le fait qu'il manque à sa copine pour qu'elle aille chercher le bracelet qu'elle a jeté. Et quand elle le trouva, elle verra aussi la formule de vaccin tant convoitée. À son avis, si ça ne se produit pas, l'humanité n'émergera jamais. Dans la scène suivante, on voit la Terre, où la copine de Steven ne lui manque pas exactement, car elle est plutôt en colère contre lui pour l'avoir quitté. On voit ensuite Ryan emballer d'énormes grenades dans une boîte. Il a désactivé les communications et veut faire sauter la sphère avec l'extraterrestre. Richard ne peut pas laisser ces événements se produire, car il connaît la vérité, donc il laisse Steven sortir, ouvrant le laboratoire à distance. Steven essaie de convaincre Ryan qu'il vaudrait mieux faire sauter la créature à l'intérieur de l'atterrisseur. Mais leur conversation est interrompue par David, qui est infecté, et qui vient de comprendre comment fonctionne la boucle temporelle. En plus de ça, David se rend compte de quelque chose d'autre. Sa fille pourrait encore être en vie, théoriquement, car ils sont dans un passé lointain. Dans un accès de folie, David tire et tue Ryan, et Steven est sa prochaine cible. Le compte à rebours de la bombe commence. The Trojan didn't kill me. And it doesn't do anything without a reason. David se promène lentement dans la pièce et partage ses nouvelles idées, tout en essayant de tirer sur Steven. David dit que le monstre l'a choisi, et que les humains sont apparus par erreur. Alors, il aidera l'extraterrestre à peupler la Terre avec sa propre espèce. David ressemble à peine à un humain lui-même, car il est couvert de croûte. Pendant la fusillade, le monstre extraterrestre fait son chemin à l'intérieur de la capsule, mais il se fait tirer dans le front, je suppose. Ça donne à Steven le temps de s'échapper. À un moment donné, David le rattrape. Mais la créature n'épargne personne, et il perce son homme de main raté avec une énorme pointe. Steven quitte le vaisseau bourré d'explosifs au dernier moment, mais il est presque à court d'air. L'explosion détruit la créature. Richard observe le dernier survivant, Steven, mais il lui dit qu'il reste exactement 1 heure d'oxygène. Steven se dirige vers la sphère et la reprogramme. Il commence à pleuvoir sur Terre, et la copine de Steven trouve le bracelet qui était caché dans le feuillage. Elle active la sphère qui a été laissée sur notre planète et contacte soudainement Steven, qui fait la même chose au même moment. Sous la forme de 2 hologrammes, ils ont une dernière conversation. Il explique le secret du vaccin à sa bien-aimée, et il s'excuse de ne pas pouvoir revenir vers elle et le bébé. Puis, la réserve d'air s'épuise, et Steven meurt, redonnant vie à la Terre. Les derniers clichés montrent la Terre revitalisée et la copine de Steven, qui berce une poussette avec son bébé. Toi aussi tu as ce sentiment étrange que le film n'est pas tout à fait sûr de ce qu'il veut être. C'est comme s'il n'arrive pas à se décider s'il veut être un film d'horreur effrayant à la Alien, un chef-d'œuvre grand et complexe comme Interstellar, ou quelque chose comme Alien Convenant de Ridley Scott, avec ses références bibliques. Ça explique peut-être pourquoi le film a l'air un peu incohérent, avec des personnages pas tout à fait réfléchis et auxquels on n'arrive pas à s'identifier. Le tournage a pris 1 mois et demi. Ils ont construit un modèle grandeur nature du vaisseau spatial et de son atterrisseur, tout comme dans l'Odyssée de l'espace. Comme toujours, tu peux trouver le nom du film dans la description. En attendant, tu peux nous dire dans les commentaires si tu sens les incohérences flagrantes dans l'intrigue, ou si l'histoire globale a du sens pour toi. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de laisser un like pour voir encore plus de récapitulatifs comme celui-ci.